Le soir de mon anniversaire, ma mère a posté un selfie de groupe. Tout le monde était au dîner. En légende, rien ne compte plus que d'être ensemble. Quelques heures auparavant, elle m'avait envoyé un texto, on est trop occupé pour fêter ça. Je suis resté silencieux. Puis j'ai reçu une demande de paiement sur Venmo. 1300 $ pour un restaurant. Sans y réfléchir à deux fois, j'ai envoyé un cadeau choquant. J'ai eu 30 ans cette année. 30 ans? Ce chiffre est censé signifier quelque chose, n'est-ce pas? Une étape, un point de contrôle. Mais quand je me suis réveillé le matin de mon anniversaire, la seule notification que j'ai reçue venait de la conversation de groupe de la famille. Félicitations. Pas d'émoji, pas de nom, pas de suivi, juste une bulle de messages grises provenant du numéro de ma mère, instantanément noyée dans le chaos habituel de mes sœurs. L'une envoyait des messages à propos de son nouveau chiot qui mâchouillait le canapé. Une autre postait une vidéo de son bambin écrasant des myrtilles avec une cuillère en bois. Pas une seule personne n'a prononcé les mots « Joyeux anniversaire, Jeff ». Ce matin-là, j'ai laissé couler. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Les gens sont occupés. Peut-être qu'ils préparaient quelque chose. Peut-être qu'ils avaient simplement oublié, ce qui, d'une certaine manière, semblait moins terrible que le fait qu'ils s'en fichent. Vers midi, j'ai envoyé un texto à ma mère. Moi, salut, des projets pour ce soir? Je me demandais juste. Il lui a fallu 1h30 pour répondre. Maman, on est trop occupé pour fêter ça, chérie. On fera quelque chose plus tard ce mois-ci. Pas d'explication, pas d'excuses, juste comme ça. Mais ensuite, vers 20h, je faisais défiler Instagram, regardant d'un œil mon fils construire un fort dans le salon, quand je l'ai vu. Un selfie, posté par ma mère. Ils étaient dans un restaurant que je connaissais, cher, bruyant, en centre-ville. Et ils étaient là, mes parents, mes 3 sœurs, leurs conjoints, même le bambin et ce fichu chiot assis sur les genoux de quelqu'un avec un bavoir en serviette. Tous souriants. La légende m'a frappé comme une gifle. Rien ne compte plus que d'être ensemble. J'ai fixé la photo. J'ai continué à la fixer. Il y avait des flûtes de champagne sur la table. Des ballons. Une petite carte posée dans le centre de table qui disait « Félicitations pour votre nouveau bébé ». Sauf que ce n'était pas un bébé. C'était le chien. Ma plus jeune sœur venait d'acheter un Golden Retriever. Ils avaient organisé une fête pour le chien le jour de mon anniversaire, et ils ne m'avaient pas invité. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas appelé. Je suis juste resté assis là, à écouter le faible son des dessins animés en arrière-plan pendant que mon téléphone vibrait à nouveau. Une demande de paiement Venmo de ma mère. 1300 $. Mes mots, dîner pour tout le monde. Je t'aime. Elle n'avait pas dit un mot sur le dîner dans la conversation de groupe. Elle n'avait même pas tenté d'expliquer. Elle a juste envoyé la facture comme si j'étais leur compte en banque. Comme si j'étais censé payer pour un dîner auquel je n'étais même pas invité. Le jour de mon anniversaire. J'ai regardé cette demande, le pouce en suspens. J'aurais pu l'ignorer, la refuser discrètement. Mais quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Des années à tout ravaler. Des années à être celui sur qui on peut compter. Celui qui paie. Celui qui aide avec le loyer. Celui qui prête sa voiture ou paie la note d'Airbnb pour des voyages en famille que je n'apprécie même pas. Cette fois, je n'ai pas laissé couler. J'ai renvoyé un message au lieu de l'argent. J'espère que le dîner était bon. Je n'enverrai pas les 1300 $. De plus, à partir de ce mois-ci, j'arrête de payer le loyer de Rachel. Je l'ai soutenu pendant 2 ans. Ça se termine maintenant. Je n'ai pas attendu leur réaction. J'ai mis la conversation de groupe en sourdine. J'ai posé mon téléphone et, pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Ça n'a pas duré longtemps. Le lendemain, l'enfer a débarqué à ma porte. La matinée suivante a commencé normalement. Les enfants étaient à table en train de manger des céréales. Les dessins animés tournaient à faible volume en arrière-plan et j'étais à mi-chemin de mon premier café quand la sonnette a retenti. Pas juste une fois. Encore et encore, comme si quelqu'un s'appuyait dessus. J'ai tout de suite su qui ça devait être. Une seule personne sonne comme ça. J'ai ouvert la porte et ils étaient là, ma mère et mon père, debout comme s'ils passaient emprunter du sucre.
Ma mère portait des lunettes de soleil bien que le ciel soit nuageux. Mon père avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Elle n'a pas attendu que je dise un mot, elle est passée juste devant moi pour entrer dans la maison. Mon père a suivi, silencieux, les mains dans les poches de sa veste. Je n'ai pas demandé ce qu'il faisait là. Je le savais déjà. Ce n'était pas à propos de l'anniversaire. Ni du dîner, ni du chien, ni même du Venmo. C'était à propos de ce que je n'avais pas fait. Je n'avais pas envoyé l'argent. Et pire encore, j'avais dit non pour le loyer de Rachel. C'était le contrat tacite. Je paie, il sourit. J'arrête, il riposte. Elle est allée directement à la cuisine comme si c'était la sienne. Pas de conversation de politesse. Pas de contact visuel. Elle a ouvert le placard avec les assiettes, en a sorti une et l'a laissée tomber. Brisée. Elle n'a pas bronché. Au début, j'ai cru avoir mal interprété. Peut-être que sa prise avait glissé. Peut-être que c'était un accident, mais ensuite elle en a sorti une autre et l'a laissée tomber. Puis une autre. Mon fils de 6 ans a jeté un coup d'œil depuis le coin du mur et s'est figé. J'ai dit aux enfants de monter à l'étage. Ma fille a demandé ce qui se passait. Je n'ai pas répondu. Je leur ai juste dit d'y aller, maintenant. Je me suis retourné juste à temps pour la voir se diriger vers les tasses. Elle a choisi celle du « meilleur papa du monde ». Mon fils me l'avait offerte l'année dernière, fabriquée avec sa photo d'école collée à l'intérieur. Elle l'a tenue un instant, comme si elle y réfléchissait. Puis elle l'a laissée tomber. Celle-ci ne s'est pas brisée. Elle s'est fissurée en deux et a roulé sous la cuisinière. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle n'a pas répondu. N'a pas crié. Elle a juste continué à attraper tout ce qu'elle pouvait atteindre. Assiette, bol, un plat en pyrex, les laissant tomber les uns après les autres comme si elle accomplissait un rituel tordu. Mon père est resté là tout le temps, les bras croisés, sans l'aider, sans l'arrêter. Je lui ai dit d'arrêter. J'ai dit à mon père de la faire sortir. Il a haussé les épaules comme s'il ne faisait pas partie de ça. Comme s'il n'avait pas co-signé chaque fois qu'ils se sont appuyés sur moi financièrement pendant des années. Comme s'il n'avait pas passé mes 20 ans à me transformer en portefeuille de secours de la famille. Je n'allais pas crier devant mes enfants. Mais j'ai sorti mon téléphone, je leur ai dit que s'ils ne partaient pas dans les 30 prochaines secondes, j'appellerais la police. C'est là que quelque chose a changé. Ma mère s'est figée. Mon père est finalement intervenu. Il a posé une main sur son bras et lui a chuchoté quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Puis ils sont sortis. Juste comme ça. Pas d'explication, pas d'excuse. Mon sol était couvert d'éclats. Mes enfants à l'étage essayaient de comprendre le vacarme qu'ils venaient d'entendre en bas. Je n'ai pas appelé la police, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je ne voulais pas que mes enfants voient leurs grands-parents se faire embarquer menottés. Et d'une certaine manière, j'espérais encore qu'ils retrouveraient la raison, mais j'en avais fini de faire semblant. Cette nuit-là, j'ai pris des photos de la vaisselle cassée, du carrelage fissuré. J'ai sauvegardé les images de la caméra de surveillance les montrant entrer, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que je savais que ce n'était pas fini. Le lendemain matin, ma maison était calme, mais ce n'était pas un sentiment de paix. Les enfants n'arrêtaient pas de demander si mamie allait revenir. Je leur ai dit non et je n'en ai pas dit plus. Je n'allais pas expliquer à un enfant de 6 ans et à un de 4 ans pourquoi leurs grands-parents étaient entrés dans notre maison et avaient détruit notre vaisselle comme des fous. J'ai sorti la poubelle, jeté les derniers débris d'assiettes cassées et vérifié mon téléphone. 15 appels manqués, 7 messages vocaux, 3 textos de numéros inconnus, et un nouveau message dans la conversation de groupe familial. C'était de Megan, ma sœur aînée. Tout ce qu'il disait était « Tu es incroyable ». Rien d'autre, pas de contexte, pas de questions, juste un jugement. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un appel de ma tante Lydia. Je n'ai pas répondu, mais elle a laissé un message vocal. Son ton était calme, mais je sentais qu'elle faisait de gros efforts pour rester neutre. Jeffrey, mon chéri, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ta mère est très contrariée. Elle dit que tu les as menacés. Elle pleure. Et honnêtement, nous sommes tous un peu inquiets de la façon dont cela affecte tout le monde. J'espère juste que tu seras le plus intelligent ici. Le plus intelligent. Encore cette phrase, toujours celui qui doit porter, pardonner, couvrir les frais, laisser tomber, jamais celui qui est protégé.
À midi, la version de l'histoire que ma mère avait propagée m'est parvenue. Apparemment, selon elle, j'avais pété les plombs. Elle a dit que je les avais insultés, menacés de violences physiques, que ma femme leur avait crié dessus devant les enfants. Elle n'était même pas à la maison quand ils sont arrivés, et qu'ils étaient terrifiés quand j'ai sorti mon téléphone pour appeler la police. Ils ont omis la partie où elle a brisé une douzaine d'assiettes dans ma cuisine comme si elle était dans une sorte de purge colérique. Puis j'ai reçu le texto de Rachel. Alors, c'est ça. Tu me coupes les vivres comme ça? Le loyer est dû demain. Tu aurais pu dire quelque chose au lieu de tout rendre public. J'espère que tu es fier de toi. Fier. Je ne ressentais même plus de colère à ce stade. Juste un vide. Comme si j'avais finalement quitté un travail que je détestais et que je devais maintenant m'asseoir seul sur le parking pour savoir ce qui allait suivre. Il ne comprenait toujours pas. Toutes ces années à payer pour des choses en silence, les paiements de voitures d'urgence. Cette fois où Megan s'est fait arnaquer par ce marketing de réseau et que je lui ai prêté $2000 qui ne sont jamais revenus. Le loyer de Rachel pendant 24 mois consécutifs, le dîner d'anniversaire de mes parents, la baby shower de Megan, l'Airbnb pour le voyage en famille que je n'ai même pas apprécié. Des milliers de dollars donnés sans un merci. Et à la seconde où je dis non, soudainement, c'est moi le méchant. Alors, j'ai écrit quelque chose. Je n'ai pas ragé. Je n'ai pas fulminé. J'ai juste publié la vérité sur Facebook, là où chaque tante, oncle, cousin, et ami de la famille pouvaient le voir. Hier, mes parents sont entrés chez moi sans y être invités et ont commencé à briser la vaisselle devant mes enfants. Cela s'est produit moins de 24 heures après qu'ils ont organisé un dîner pour célébrer le nouveau chiot de ma sœur, un dîner auquel je n'ai pas été invité le jour de mon 30e anniversaire. Puis ils m'ont envoyé une demande de paiement Venmo de $1300. J'ai refusé et je leur ai fait savoir que je ne paierais plus le loyer de Rachel, que j'ai couvert pendant 2 ans. C'en est fini de me faire utiliser. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste terminé. Je dis cela publiquement pour que personne ne puisse réécrire l'histoire plus tard. J'ai désactivé les commentaires, je les laissais en ligne, et j'ai continué ma journée. Le soir, ça s'était propagé. J'ai reçu un texto de mon cousin Evan. Yo, ton post fait le buzz. Tante Lydia est furieuse contre ta mère. Elle l'a interpellée dans la conversation de groupe. Tout le monde en parle. Puis mon oncle Mike m'a envoyé un message en privé, il était temps, bon sang. Tu portes ces filles depuis l'université. Laisse-les couler ou nager. Et soudain, le silence du côté de ma mère était différent. Pas défensif, mais stupéfait. Elle ne s'attendait pas à ce que la vérité sorte. Ne s'attendait pas à ce que les gens prennent réellement mon parti. Je n'ai répondu à personne. Pas cette nuit-là. Mais j'ai pris une dernière mesure. J'ai appelé le propriétaire de Rachel et je lui ai fait savoir qu'à compter de ce jour, je ne serai plus le contact d'urgence ni le garant financier. Je l'ai aussi envoyé par email, juste pour avoir une trace écrite. Si elle avait besoin d'aide, elle devrait demander à quelqu'un d'autre. Le lendemain, les représailles ont empiré. Je pensais que le pire était déjà arrivé. Je pensais que briser la vaisselle devant mes enfants était le plus bas qu'on puisse atteindre. Mais j'avais tort. J'avais sous-estimé ce qui se passe lorsque des personnes égoïstes perdent le contrôle de celui qu'elles utilisaient. Ça a commencé discrètement. L'école de ma fille m'a appelé à la 1re heure le matin. La réceptionniste a dit qu'une personne prétendant être la mère de ma femme avait appelé pour demander l'accès au dossier scolaire de ma fille car elle était préoccupée par l'environnement familial de l'enfant. La mère de ma femme est décédée depuis 3 ans. Le même jour, Rachel a publié un long statut Facebook larmoyant sur le fait qu'elle était abandonnée par le seul homme qui avait toujours été là pour elle, qu'elle perdait son logement à cause de la cruauté déguisée en limite. Elle m'a identifié. Elle a identifié notre mère. Elle a même identifié son ex-petit ami, celui que j'avais payé pour qu'il déménage tranquillement après qu'il l'ait trompé. Celui qui a plus tard essayé de la faire chanter avec de vieilles photos. Soudain, je recevais des messages de gens que je connaissais à peine, d'anciens camarades de classe, des cousins éloignés, des inconnus avec des amis en commun, des gens qui demandaient ce qui s'était passé, disant que Rachel semblait si blessée, si trahie. Ils n'ont pas mentionné les 2 ans où j'ai payé son loyer. Ils n'ont pas mentionné que j'avais payé sa facture d'électricité il y a à peine 2 mois parce qu'elle avait oublié qu'elle était due alors qu'elle était à Miami avec ses amis. Puis les choses sont devenues plus laides. Ce week-end-là,
quelqu'un a déposé une plainte pour tapage nocturne contre ma maison, 2 fois. Je vis dans un quartier calme. Nous ne faisons pas de fête. Ma femme était au travail et je lisais des histoires à mes enfants pour les endormir lorsque le deuxième appel est arrivé. Le policier à la porte avait l'air presque embarrassé d'être là. Il a dit que quelqu'un avait signalé des cris et du verre brisé. Il n'y avait rien de tout ça, pas même une assiette dans l'évier. Le dimanche matin, ma voiture était rayée à la clé. De profondes rayures de l'avant à l'arrière du côté conducteur. Quelques heures plus tard, le pneu de ma femme était à plat. Il avait l'air d'avoir été lacéré. Je n'ai accusé personne, mais je n'en avais pas besoin. Il n'y a qu'un nombre limité de personnes qui iraient aussi loin, et elles partagent tout mon nom de famille. Pourtant, je suis resté silencieux publiquement. Jusqu'à ce que le message arrive. C'était un email de groupe envoyé à notre famille élargie. Œuvre de ma mère. L'objet était un appel à l'aide. Elle écrivait que j'étais mentalement instable, que j'avais aliéné toute la famille, que ma femme me contrôlait, et qu'ils étaient inquiets pour les enfants. Elle a inclus des captures d'écran de vieux textos complètement sortis de leur contexte. Un où j'avais dit que j'étais noyé sous les responsabilités. Un autre où j'avais demandé si elle pouvait me laisser tranquille après une semaine particulièrement épuisante. Elle terminait l'email en demandant à tout le monde de contacter Jeff avant qu'il ne soit trop tard. C'est là que j'ai perdu mon sang-froid. Pas à cause des mensonges, mais parce qu'elle a mêlé mes enfants à ça. Elle a fait croire que mes enfants étaient en danger. Que j'étais instable. Ça, c'était franchir la ligne que je ne l'aurais jamais cru capable de dépasser. Je n'ai pas répondu à l'email. J'ai appelé mon avocat. J'avais déjà pris des notes, la vidéo de la vaisselle, les plaintes pour tapage, les textos, le message vocal de tante Lydia, les captures d'écran du poste de Rachel. Maintenant, j'avais un angle de diffamation et peut-être de harcèlement. Mais avant que quoi que ce soit puisse être déposé, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma cousine Mélissa, qui était restée silencieuse pendant tout ce temps, m'a envoyé un message, court et direct, regarde la conversation de groupe. Maintenant. Je l'ai ouverte, j'ai fait défiler le chaos habituel, et puis je l'ai vu, une vidéo, postée par Evan, de toutes les personnes. C'était un enregistrement d'écran d'une conversation Snapchat privée entre Rachel et Megan. Elle riait. Rachel disait, voyons combien de temps il faut à Jeff pour craquer. Il craque toujours quand maman joue la carte des enfants. Megan répondait, je parie qu'il appelle en pleurant avant la fin de la semaine. Il est faible quand il s'agit de culpabilité. La conversation a explosé. Un cousin les a qualifiés de « malades ». Tante Lydia est devenue silencieuse. Mon oncle Mike est intervenu et a dit, voilà ce qu'il subit depuis des années. Vous êtes des parasites. Ma mère a quitté la conversation 5 minutes plus tard. Pas d'excuses, pas d'explications, juste partie. Mais le mal était déjà fait. Leur petit plan, la campagne de culpabilisation, la fausse inquiétude venait d'être incendiée publiquement. Et cette fois, ce n'était pas moi qui tenais l'allumette. Après qu'Evan a posté cette vidéo dans la conversation de groupe, tout a changé. La fausse inquiétude, la culpabilisation passive-agressive, la manipulation, tout cela s'est transformé en silence. Comme s'ils avaient été pris la main dans le sac et ne savaient pas s'il fallait fuir ou faire semblant de rien. Rachel et Megan n'ont même pas essayé de se défendre. Elles ont quitté le groupe aussi. L'une après l'autre. D'abord Megan, puis Rachel, puis le numéro de ma mère a disparu. Le silence était meilleur que le bruit, mais ce n'était pas encore la paix. Pas encore. Plus tard dans la nuit, Mélissa m'a appelé. J'ai décroché, m'attendant à plus de politicaillerie familiale. Mais elle n'a pas perdu de temps. Tu as fait plus pour cette famille que n'importe qui. Tu ne leur dois rien. Je ne sais pas pourquoi je suis restée silencieuse avant, mais j'en ai marre de les voir te manipuler. Cet appel a fait plus pour moi que n'importe quelle excuse n'aurait jamais pu le faire. Elle m'a dit des choses que j'ignorais, comme le fait que ma mère se plaignait aux proches depuis un an que Jeff ne partage plus comme avant et qu'il oublie ses racines. Elle avait préparé le terrain pour cette crise bien avant que je ne dise non. J'ai enfin vu les choses telles qu'elles étaient. Pas seulement une réaction excessive, mais un schéma de longue date. Je ne leur manquais pas. Ce qui leur manquait, c'est ce que je donnais, mon argent, mon temps, ma capacité à réparer les choses quand ils brisaient à nouveau leur vie. Alors, j'ai commencé à couper les liens.
D'abord, j'ai fermé le compte familial partagé Hulu qu'ils utilisaient tous sous mon nom. Puis Netflix, Amazon Prime. J'ai changé tous les mots de passe et supprimé chaque email que je ne reconnaissais pas. Ensuite, je suis allé plus loin. J'ai appelé l'avocat de la famille, celui qui avait aidé mes parents avec leurs affaires au fil des ans. Je lui ai dit de retirer mon nom de tout ce qui était lié à eux. Financièrement, médicalement, légalement. Si quelque chose leur arrivait, ce serait au tour de leur fille de prendre le relais. Il n'a pas discuté, a juste dit qu'il comprenait, ce qui m'a fait me demander ce qu'il avait entendu. Ensuite, j'ai mis à jour mon testament, créé un fonds en fiducie pour mes enfants, nommé le frère de ma femme comme tuteur d'urgence au cas où il nous arriverait quelque chose. Je n'ai rien laissé à mes parents ou à mes sœurs, non par dépit, mais par lucidité. Je ne les considérais plus comme faisant partie de ma vie. Mais je n'avais pas encore fini. Je suis retourné sur le post Facebook, celui où j'avais dit la vérité, et j'ai ajouté une phrase. Si vous avez un jour bénéficié de mon silence, sachez que cette ère est révolue. J'ai laissé les commentaires ouverts cette fois, et ils ont afflué. De vieux amis, de la famille élargie, des gens qui avaient entendu des bribes au fil des ans, mais qui n'avaient jamais eu le tableau complet. Ils m'ont tous soutenu. Certains m'ont même raconté des choses que je n'avais jamais sues. Comment ma mère avait médit de ma femme lors d'une baby shower familiale. Comment Meghan s'était un jour vantée que je paierais pour n'importe quoi si elle jouait juste l'impuissante. Tout sortait au grand jour. Une semaine a passé, puis une autre, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne gérais pas de demande d'argent d'urgence de dernière minute. Pas de texto du genre, peux-tu juste couvrir ce truc? Pas de culpabilité. Pas de manipulation. Juste le calme. Mais ça n'est pas resté comme ça. 3 semaines plus tard, on a frappé à ma porte. Pas un étranger, pas la police. C'était mon père. Et il n'est pas venu seul. J'ai ouvert la porte et j'ai vu mon père debout là, avec Meghan et Rachel derrière lui. Pas de mère. C'était la première surprise. Il n'a rien dit tout de suite. Il est juste resté là comme s'il attendait que je devine pourquoi ils étaient venus. Rachel portait des lunettes de soleil, les bras croisés comme si elle se protégeait du temps, de la vérité, ou des deux. Meghan avait l'air d'avoir pleuré, mais je ne m'y suis pas fié. Elle pouvait pleurer sur commande depuis que nous étions enfants. Je ne les ai pas invités à entrer. Mon père a finalement parlé. Il faut qu'on parle. Je suis sorti, refermant la porte derrière moi. Les enfants jouaient à l'intérieur. Je n'allais pas laisser ce cirque revenir dans leur espace. Rachel a commencé la première. Pas d'excuses, juste une déclaration. On va perdre l'appartement. Pas, je, mais, on, comme si je faisais encore partie de l'équipe. Meghan a enchaîné. On sait qu'on a merdé, d'accord? Mais on est toujours une famille. Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Il y avait plus. Il y en avait toujours plus. Mon père a soupiré comme s'il portait le poids du monde. Ce n'était pas lui. C'était moi, pendant des années. Ta mère ne parle à personne. Elle est en train de s'effondrer. Ton poste l'a humiliée. Ta tante a cessé de l'inviter à quoi que ce soit. Ça déchire la famille. Cette dernière partie m'a fait rire doucement. Déchirer la famille. Quelle famille? Celle où personne ne s'est souvenu de mon anniversaire. Celle où mes enfants ont regardé leur grand-mère briser la vaisselle et où leur grand-tante m'a dit d'être le plus intelligent pendant qu'elle me poignardait dans le dos. Rachel a finalement lâché le morceau. Peux-tu juste aider avec le premier et le dernier mois de loyer? Juste pour nous stabiliser, s'il te plaît. Je l'ai regardé, puis Meghan, puis mon père. Je leur ai dit la vérité. Vous êtes ici parce que votre plan n'a pas fonctionné. Vous avez essayé la culpabilité. Vous avez essayé la pression publique. Vous avez même essayé de faire peur à mes enfants. Vous avez franchi toutes les limites. Et maintenant que les gens voient qui vous êtes, vous n'avez nulle part où aller. Alors, vous revenez ici, comme toujours, en pensant que je vais peut-être céder. J'ai laissé le silence s'installer. Rachel a baissé les yeux. Meghan a regardé mon père. Il ne m'a pas regardé. J'en ai fini, ai-je dit. Meghan a commencé à parler, mais je l'ai interrompu. Et avant que tu ne demandes, non, je ne supprime pas le poste.
Non, je ne laisse pas tomber. Et non, je n'aiderai avec rien du tout. Vous pouvez vous débrouiller comme le font les adultes, ou pas. Mais je ne suis plus votre filet de sécurité. Je me suis retourné et je suis rentré. Ils ne m'ont pas suivi. C'était la dernière fois que je les ai vus en personne. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Mélissa. Elle avait rendu visite à ma mère. Elle a dit qu'elle commençait enfin à réaliser à quel point elle avait tout gâché. Apparemment, Lydia et quelques autres parents l'avaient confrontée. Lui avait dit la vérité. Je n'avais pas abandonné la famille. C'est eux qui m'avaient abandonné à la seconde où j'ai arrêté de payer. Elle n'a toujours pas appelé. Je ne m'attends pas à ce qu'elle le fasse. Peut-être un jour, mais la porte n'est plus grande ouverte. Elle est entr'ouverte. Peut-être pour mes enfants, s'ils le demandent. Mais moi, j'ai construit de nouvelles fondations. Sans eux, la vie est plus calme, plus légère. Il n'y a pas de texto dramatique, pas de demande Venmo surprise, pas de vaisselle qui se brise sur mon sol. Juste des dîners avec mes enfants, de vrais anniversaires, une paix honnête. Et je préfère ça à être celui sur qui on peut compter, n'importe quel jour.